Bon, on va être clair tout de suite, les jeux de mots avec ça sont interdits dans cette vidéo. Ça marche. C'est vraiment comme Georgie. À l'occasion de la sortie de ce film, nous vous faisons gagner cette magnifique Funko Pop Gripsou. Pour participer, ça se passe sur notre page Twitter, vous avez le lien dans la description. Ça, chapitre 2, est un film d'horreur du réalisateur argentin Andrés Muschietti, à qui l'on doit le film Mama, qui, ma foi, était aussi un film d'horreur plutôt sympatoche. Tu sais ce que ça va être la suite du film Mama? Quoi? Ouh. Mama. Ouh. C'est bien sûr l'adaptation du roman Ça de Stephen King. Stephen King. Burger King. Et la suite du film Ça, sorti en 2017, est réalisé lui aussi par Andrés Muschietti. C'était d'ailleurs notre 3e vidéo, je crois, sur la chaîne. Hein. N'allez pas voir cette vidéo, c'était de la merde, hein, déjà. N'y allez pas. Si ça devait se transformer en quelque chose pour nous effrayer, il se transformerait en cette vidéo. Là, je pars en courant, là. Je saute dans le puits. En gros, on peut dire que c'est à peu près la même histoire, mais 27 ans après, et qu'est-ce que t'en as pensé? Eh bien, j'ai plutôt apprécié ce film. Il y a de très bonnes idées, de très bonnes scènes, mais il souffre de plusieurs défauts. Et le premier, ce serait sa longueur. Il est beaucoup trop long, et il souffre aussi d'un manque de rythme. Il y a également des tentatives visuelles qui sont assez désagréables, qui partent d'une bonne initiative, qui aurait pu donner quelque chose de bien, mais qui, moi, m'ont donné vraiment mal à la tête. Quoi, par exemple? Ben, il y a des scènes assez épileptiques, en fait. Si on est épileptique, ça pourrait être assez dangereux. Je pense que ça fait un peu cet effet boîte de nuit, là, tu sais, genre un saccadé, comme ça, ces lumières. Et justement, ça avait l'air beau, ce qui était proposé derrière, ce qui était visuellement proposé, mais la lumière et cet effet gâchent un peu le style. Ils ont voulu faire un style un petit peu désagréable, tout ça, mais quand ça commence à toucher le neurologique, et qu'on commence à baver dans la salle, c'est que c'est mauvais signe. Bon, c'était pas une compétition, mais j'ai préféré le premier. Et comme dans le premier, l'atout majeur du film, c'est Gripsou. Chacune des apparitions de Gripsou est percutante, et moi, elles m'ont souvent effrayée. L'acteur qui l'incarne, Bill Skarsgård, est excellent, il a une famille très talentueuse d'ailleurs, et j'espère que ce sera pas le seul rôle qu'on va lui attribuer, que ça va pas être un rôle un petit peu qui lui colle à la peau, et qu'on va pas le limiter à ça, quoi, parce qu'il a beaucoup de talent, il dégage quelque chose de très fort, de très fou. Ce mec pourrait être un Joker excellent, mais il va être limité à ce clown, je pense, parce que... Non, il a un rôle très important dans Deadpool 2. Un rôle héroïque. Comme pour le premier, il maîtrise vraiment son rôle à la perfection. Il arrive à faire ce côté effrayant du clown, qui est cet aspect inattendu. On ne sait jamais ce que va faire un clown, faire exploser un ballon, faire un tour malicieux, mais là c'est du côté de l'horreur, donc on ne sait jamais s'il va continuer à parler, s'il va continuer à rire, ou s'il va complètement vous dévorer tout à coup. Et ce qui est intéressant avec ce deuxième volet, c'est qu'on a aussi un Gripsou différent. Il va un peu déteindre sur ses enfants qui sont devenus adultes, et lui on sent aussi qu'il est perturbé dans toute sa matière par une sorte de changement, et qu'il est devenu lui aussi quelque part un adulte. On dirait un peu qu'il est en fusion psychique avec eux, parce que lui aussi on dirait qu'il joue des doutes des adultes pour pouvoir les attraper. Oui, il agit différemment avec les adultes et avec les enfants, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Voilà, c'est ça, ouais. Et on dirait presque qu'il a la peur lui-même de ne pas faire peur, en fait. C'est une entité qui joue sur la peur pour dévorer les gens, donc lui, sa peur, c'est de ne pas faire peur. C'est con. Et toi, qu'en as-tu pensé? Je suis à peu près du même avis. Je suis peut-être un peu plus mitigé, c'était vraiment pas mal, mais par contre, il est vraiment interminable. C'est une version longue, en fait, c'est la version qu'a voulu le réalisateur, et il aurait peut-être fallu sortir une version courte, parce que le film fait quand même 2h50. Et apparemment, il va y avoir encore une version longue, donc il semblerait qu'il nous ait caché encore des scènes. Il ne voulait peut-être pas qu'on décède dans le cinéma de vieillesse. C'est possible. Peut-être. Je vous jure, il y a une femme, c'était son premier mois de grossesse, elle a accouché à la fin de la séance. Un gros bébé de 3 kilos. Ça passe vite le temps. Il ferait mieux de sortir une version courte pour les DVD et les Blu-ray, en tout cas. Après, j'ai dit que j'avais apprécié le film. Ça ne m'empêche pas d'y voir tous les défauts qu'il comporte, mais j'ai passé un bon moment devant. Un long moment, mais bon. Et j'ai... Sans aucune allusion, bien sûr. Et j'ai flippé. Le réalisateur arrive vraiment à bien gérer la tension et l'angoisse, à jouer avec la temporalité, avec l'inattendu, et ce qui arrive tout à coup, ce qui nous prend aux tripes. Il y a une scène à laquelle je pense en particulier, ceux qui ont vu le film comprendront, mais cette scène qui arrive 2 fois, d'ailleurs, il y a 2 fois ce côté, on ne sait pas ce qui va se passer. 2 scènes assez similaires. Et ces 2 scènes m'ont pris aux tripes. Moi, j'ai quand même moins eu peur que pour le premier volet. D'ailleurs, globalement, le chapitre 2 m'a moins plu que le premier volet. Les jumpscares, ça marche, mais j'aurais aimé qu'on nous fasse peur un petit peu autrement. Oui, c'est dommage parce qu'il a les outils en main, il comprend le fonctionnement de la peur, il sait le faire, mais il s'en tient à ces codes d'horreur classiques que le public en général attend, donc le jumpscare, mais il y a tellement de moyens pour faire peur. Il veut jouer sur nos peurs et ce qui nous effraie tout au fond de nous,
Et il n'y a pas besoin de musique pour appuyer ça, juste le côté visuel, c'est ce qui nous terrifie tous, de passer dans une pièce comme ça et de voir une sorte de silhouette au fond, ça suffit pour terrifier quelqu'un, il n'y a pas besoin de rajouter ce bruit comme ça qui vient te taper la tête contre l'écran en mode « vas-y, aie peur ». Il y a un petit peu de ça aussi, Ouais. mais je sais pas, c'est vraiment les jumpscares qui ressortent et qu'on ressent, quoi. Plus que dans le premier, voilà, là on Mm. ressent vraiment plus ces jumpscares dans celui-là. Ouais. On sent que c'est en plus comme c'est long, t'as l'impression qu'on en a rajouté, C'est dommage parce que vraiment une version courte aurait été plus agréable, parce que là on était un peu à bout de souffle, quoi. Et j'ai aussi un peu plus aimé le premier volet par rapport à cet esprit enfantin qu'on retrouve un petit peu ici à travers des flashbacks. Là, on est dans un monde d'adultes avec des peurs d'adultes, qui sont d'ailleurs plutôt bien exploitées et matérialisées. Les personnages sont totalement hantés par leur passé, que ce soit à cause de ça ou à cause de leurs souvenirs d'enfance en dehors de ça, comme par exemple le harcèlement scolaire ou la solitude. À présent, nous allons passer à la partie spoilers, c'est tout de suite, après cette transition moche. Ça, chapitre 2 n'est pas un remake totalement copié-collé du téléfilm. On a quelques différences et ça c'est bien. Par exemple, les relations entre les personnages sont mieux traitées. Beverly a moins l'air d'être une chouin. En fait, dans le film, c'est montré de façon plus logique et intelligente la relation que Beverly a avec ses amis. Parce que non, le téléfilm, c'était un petit peu étrange et malaisant. Quand Beverly va au resto chinois, qu'elle voit ses amis et qu'elle roule une pelle à deux d'entre eux tout d'un coup, ni Surtout bonjour ni bonsoir. deux d'entre eux et pas celui avec lequel elle finit au final. Oui, mais c'est un peu le jeu. En fait, elle sait pas trop qui lui a écrit le mot. Elle était plus attirée physiquement par l'un que par l'autre. Traduction, c'est une chouin. Si tu es gros, je ne veux pas de toi. Par contre, maintenant que tu as des biceps, je Oui. t'aime. Oui, ça c'est une bonne morale aussi. Tu veux séduire les filles et les biceps. Si tu es gros, tu n'auras pas d'amour. Tu ne mérites pas, même si tu es un beau poète. Meurs. Dans le film, clairement, c'est toujours aussi précipité, mais il se passe des choses tellement surnaturelles, tout ça, dans ce milieu, qu'ils ont des choses qui remontent, ils savent plus trop s'ils sont dans le passé, dans le présent, donc ils sont un peu embrouillés. Je pense que c'est pour ça, en fait, que les émotions reviennent comme ça. D'un coup, elles se retrouvent à cette époque-là et elles retombent finalement un peu amoureuses. Ah non, mais cette scène dans le resto chinois, dans le téléfilm, elle avait aucun sens. On vous conseille juste de revoir ce passage-là, là, comme Beverly, elle revoit ses potes adultes. Avec Fabien, on était comme ça. Je vous jure, j'ai mon cerveau qui a fait adieu, je pars en croisière. Mais je trouve intéressant dans cette œuvre le parcours de Beverly, qui a vraiment des problèmes avec la violence, avec le rapport à l'homme, et qui va trouver de la douceur chez cet homme, justement ce poète. Elle a cette peur du sang tout le long, qui est vraiment cette peur de devenir une femme, la peur d'avoir ses règles, de s'assumer, d'avoir confiance en elle, parce qu'elle n'a connu que des hommes violents. Et c'est en trouvant un homme doux et attentionné qui l'aime pour ce qu'elle est, et qui la protège, et avec qui elle peut se sentir bien, qu'elle va justement affronter sa peur et accepter d'être une femme. Oui, et d'ailleurs la scène où tous les deux sont sous l'emprise de ça et finissent par se retrouver en combattant leur peur, donc la peur de s'assumer en tant que femme pour Beverly et la peur de la solitude et même la claustrophobie de Ben, cette scène est plutôt belle, je trouve, et bien gérée. C'est une belle scène de début de relation et d'amour, c'est que les deux vont s'apporter un soutien commun pour affronter tous ces traumatismes, les surmonter ensemble, et pouvoir aller mieux, quoi, et affronter ça, justement. Un petit défaut pour moi, c'est qu'on tente d'apporter un peu de profondeur à l'entité ça, avec peut-être une explication de ses origines, mais qui est un peu trop vague. Moi, j'aime bien le mystère, mais apparemment, moi, j'ai lu des rumeurs comme quoi il y aurait peut-être un jour un film sur les origines de ça. Oui, parce que là, c'est vrai qu'on évoque une tribu indienne, on évoque un cirque, et au final, on sait pas trop. Alors moi, j'ai pas lu le bouquin, je sais pas du tout. Oui, parce que dans le livre, c'est beaucoup plus riche que ça, il y a beaucoup plus d'explications. Mm. Donc on se penchera sur le livre pour avoir des réponses, mais est-ce qu'il va y avoir peut-être un jour une adaptation cinématographique sur ça? Nous verrons. Voilà. Si vous avez lu le livre, n'hésitez pas à ramener votre science comme des gros connards dans les commentaires. J'ai lu le livre, pas toi. Ça nous fera plaisir. Vous pouvez dire j'ai lu le livre, pas toi, je t'aime. Voilà. Toujours rajouter un petit je t'aime à la fin, ou un cœur. Voilà. Et pas un Cul. dans ta tête. Une chose qui me titille un peu dans ce film, c'est l'humour. Je trouve qu'il marche quelquefois, mais parfois on le surdose et je trouve que ça gâche un petit peu l'horreur. Quelque part, ça renforce aussi la relation entre Richie et Eddie, qui est très touchante, puisque l'humour vient essentiellement des deux, là. Oui, il y a des moments où il est utilisé de façon intéressante, parce que c'est vrai qu'entre potes, on fait de l'humour, hein, on va pas se le cacher. Ils ont fait de très bons choix pour les acteurs, on reconnaît le passage d'enfant à adulte, un peu moins pour Ben. Je reconnais pas trop l'enfant en lui. Mais celui qui m'a le plus sidéré, c'est vraiment Eddie. Il y a un moment d'ailleurs, il y a une sorte de transition de son visage d'enfant à son visage d'adulte, mais c'est le même quoi, c'est magique. Magique.
Juste pour revenir rapidement sur Bill Skarsgård, moi j'adore, hein, je l'ai pas dit, c'est vrai, mais t'en as déjà assez parlé, et j'aime beaucoup quand il bug. Vous voyez ces moments-là où il est comme ça. Je sais pas, j'arrive pas à le refaire, mais j'adore. Ces scènes avec les enfants qui sont tellement puissantes. Et par moments, je le trouve aussi mignon, notamment quand il est au bord de la mort. On s'y attacherait presque à ce petit tueur. Ouais. Oh. Il ressemble plus à Ronald McDonald à ce moment-là qu'à un tueur en série. On a un petit caméo de Stephen King en personne qui est face à son personnage, et pas n'importe quel personnage, le personnage auquel il s'identifie. Et c'est cool. Un petit truc qui reste vague aussi, ou plutôt flottant, c'est justement ces gens qui flottent. Au final, ils deviennent quoi? Parce qu'on a pu voir qu'il y avait carrément un zombie dans ce film. Un des harceleurs là, du premier chapitre, qui revient en mort-vivant. Alors les autres, ils sont devenus quoi? Ils sont morts, ils ont été bouffés par Gripsou, des zombies, on sait pas trop. Pourquoi ils flottent, au final? Je vous le Comme demande. des ballons. Comme des ballons. Ballons. C'est vrai, comme des ballons. Et ils volent comme des ballons, et quand il a faim, il les attrape comme ça et il les bouffe. Ouais, ça peut être son frigo en fait, Et c'est son frigo en fait, il flotte. tout simplement. Et pourquoi il y a un zombie? Mais c'est une hallucination, il crée une hallucination en mode son pote il revient d'outre-tombe, il faut qu'il la venge. Ouais, une hallucination qui conduit des voitures quand même. Non mais c'est Gripsou qui conduit la voiture. Il a son permis, je l'ai passé en même temps que lui. Quel con. Donc le gros point du film c'est Bill Skarsgård et quand il se démaquille. Bon, mes 3 scènes préférées, clairement. La petite fille avec la tache qui se fait bouffer, j'étais absolument terrifiée. Je ne vais jamais m'en remettre, j'ai très mal dormi 2 nuits d'affilée. La scène du petit garçon aussi qui se fait bouffer dans le palais des glaces, c'était assez prenant et c'était fort aussi par rapport à Georgie et par rapport à toute la signification derrière, il n'a pas réussi à le sauver encore, le pauvre. Oui, ça j'ai oublié d'en parler aussi, la peur de Billy c'est vraiment la culpabilité. Et d'ailleurs, moi je le dis depuis longtemps, mais il faut pas y aller dans ces palais des glaces là, parce que moi j'ai peur de me prendre des glaces comme ça. Puis quand j'étais petite, je savais ce qui m'attendait dans ce palais des glaces là. Il y avait une grosse araignée qui descendait comme ça, et moi ce que je faisais c'est que je rampais par terre pour pas que l'araignée me tombe dessus. Donc n'y allez pas, il y a des clowns tueurs. Vous payez pour aller vous faire tuer, enfin. Et ma 3e scène préférée, c'est quand Bill Skarsgård, là, il est en train de... On le voit, en fait, son vrai visage, et il est en train de se démaquiller comme ça, là, mais oh, la puissance de l'acteur, là, je me suis dit, j'en veux plus. Mais j'en aurais pas plus. Motus. Tu mets pas de notes toi du coup à ce film? Non, mais en fait, en ce moment, je suis un peu dans une phase... Non mais c'est bon, on s'en fout. Rebelle. Rebelle teenager, et je n'ai pas envie de mettre de notes. Ok, moi je mets 13 sur 20, un peu déçu par les longueurs et les aspects un petit peu survolés, tout ça, mais globalement ça va. Ouais, bah, je le mets 13 sur 20, à part les aspects survolés, tout ça, globalement ça va. Globalement ça va. Et puis aussi je trouve que les nouvelles formes de ça au final, il n'y en a pas tellement et elles sont pas très originales. Sur ce, on vous fait des poutou-poutou, et si vous voyez un ballon rouge dans la rue, suivez-le.